Il faut qu'on se le dise, LinkedIn a complètement changé. Pseudo-philosophe, surenchère d'histoire, monétisation de sa vie, course à la quantité. Aujourd'hui, on va analyser comment le stoïcisme a complètement changé LinkedIn et tenter de comprendre comment LinkedIn est devenu le nouvel Instagram pour startups. Pour bien comprendre cette nouvelle vague de posts et de personnes sur LinkedIn, on doit parler d'un sujet qui date de bien avant LinkedIn. Aujourd'hui, on va parler de stoïcisme et de Marc Aurèle. Le stoïcisme, c'est un courant philosophique grec qui a été fondé par Zénon de Kition au IIIe siècle avant Jésus-Christ. En bref, il consiste à travailler sur soi-même en examinant sa conscience. Et contrairement à la plupart des courants philosophiques qu'on peut retrouver, le stoïcisme, il est pratique, c'est-à-dire qu'on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours. Le stoïcisme, il repose sur deux très grandes valeurs, la vertu et la tranquillité. Concernant la vertu, les stoïciens, ils cherchent en permanence à agir le plus vertueusement possible. En gros, il faut se dégager de tout sentiment d'être heureux, n'avoir peur de rien et surtout ne pas avoir peur de l'échec. La deuxième grande valeur, c'est la tranquillité. La tranquillité, c'est sa capacité à rester d'humeur totalement égale. Donc, ne pas laisser notre environnement nous affecter. C'est rester imperturbable en toutes circonstances. Mais pourquoi venir parler de stoïcisme quand on parle de LinkedIn ? Eh bien, vous le savez, mais LinkedIn, c'est aussi un petit peu le réseau de la Startup Nation. Et depuis ces dernières années, en France comme aux US, les manuels autour du stoïcien n'ont fait qu'augmenter. Et c'est dans un entretien avec Philonomis Kana Schreffel, spécialiste de la philosophie grecque et qui est aussi chercheuse à l'université Humboldt de Berlin, elle explique un point hyper intéressant quand on lui demande ce que les personnes vont chercher avec le stoïcisme. Alors Anna nous explique que principalement, c'est une optimisation de soi. C'est-à-dire de trouver des clés pour être plus performant et compétitif au travail. D'ailleurs, dans une certaine mesure, je vois bien comment l'idée peut fonctionner, car effectivement, beaucoup d'éléments de l'éthique stoïcienne se prêtent à une traduction en langage managérial. Pour les cadres, il s'agit donc d'une boîte à outils pour s'auto-optimiser. Dans tous les guides, on y va par l'exemple, retrouver l'idée qu'il ne faut pas se laisser décourager par ses échecs, mais qu'il faut au contraire persévérer, tout en restant cool. Elle nous explique aussi un point hyper important, que si l'on veut agressivement gérer ses échecs, on peut appliquer la philosophie stoïcienne et dire que quand ça ne marche pas, il suffit de lancer une prochaine startup. Mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, on allait aussi parler de Marc Aurèle, et la figure de Marc Aurèle dans le stoïcisme, elle est hyper importante. Et comme elle le dit, Anna Schreffel, avec Marc Aurèle, la philosophie stoïcienne leur offre un empereur romain auquel ils peuvent se référer et qui était l'un des hommes les plus puissants de son temps. Ils ne lisent pas des fragments de philosophes grecs inconnus, mais ils lisent ce que dit l'empereur. C'est ça le problème, c'est qu'on se retrouve dans un monde en ligne où on veut tenter de rentabiliser chaque moment, chaque seconde de notre vie. Et alors, on tombe totalement dans un schéma hyper intéressant mais aussi problématique. C'est-à-dire que toutes les actions qu'on va effectuer au quotidien, chaque seconde de notre vie, va être interprété comme comment est-ce que je pourrais en faire un bon post LinkedIn. Il m'arrive quelque chose, comment je pourrais en faire un post LinkedIn, comment je pourrais en parler sur les réseaux sociaux. J'ai une galère avec un opérateur, mon client m'a largué, il se passe des choses, et à ce moment-là, chaque seconde de notre vie va devenir une modélisation de contenu. C'est ce que racontent super bien les collègues de chez l'ADN. Dans un article écrit par Laure Colomis, qui est journaliste, elle propose plusieurs hypothèses et elle pose une question. À force de se raconter des histoires, est-ce que les entreprises, elles ne sont pas entraînées à balancer sur LinkedIn tout et n'importe quoi? Par rapport à cette question et à cette réflexion autour du LinkedIn aujourd'hui, de pourquoi les gens en ont marre de LinkedIn et quel est le problème de LinkedIn, elle vient proposer Laure plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est que pour pallier le vide d'un discours, tout ça doit être bien caché. Elle explique que parler de ROI, de résilience, ça peut être sec et un petit peu inconfortable. Donc il suffit de saupoudrer son discours d'images de plus en plus inattendues et excentriques pour marquer les esprits et évidemment vous démarquer de la foule. La seconde hypothèse, qui est sûrement la plus intéressante, c'est de vouloir capturer chaque instant de notre vie et en tirer profit ou tirer des leçons qui aideront votre entreprise. Elle explique de la même manière qu'il est de plus en plus difficile d'avoir des hobbies sans être assailli par l'obligation d'en tirer des revenus en se créant un compte Patreon ou partir en voyage sans poster sur Instagram, il est de moins en moins accepté de vivre des expériences qui ne pourront pas donner lieu à des posts LinkedIn. Avec un exemple incroyable, expliquant que la culture sur bois ou la cueillette de champignons en Centre-Val de Loire ont permis de nous optimiser. Et le troisième, et ça celui-ci il est plutôt personnel, ce sont les stats qui ont ravagé, je pense, LinkedIn. Aujourd'hui, c'est un fléau du monde moderne de devoir avoir des likes, des commentaires, des interactions. Pourquoi? Parce qu'on ne produit plus de contenu pour avoir un contenu intéressant, mais on produit un contenu pour se dire ça va fonctionner, ça va marcher. Aujourd'hui, on ne cherche plus à être intéressant à partir du contenu qui va être bien, qui va être passionnant, mais à analyser, à travailler sa contenu. Pourquoi? Pour être le plus performant possible, pour avoir les meilleures statistiques, pour avoir des vanity metrics, pour dire voilà, j'ai gagné tant de personnes, j'ai eu de l'interaction. Pourquoi? Parce qu'on a un algorithme LinkedIn qui aujourd'hui est mal fait et qui va améliorer énormément et mettre en avant les posts avec des commentaires, des likes, ce qui pousse les créateurs et créatrices de contenu à travailler énormément sur comment optimiser les statistiques, les commentaires, plutôt que la qualité du contenu.
Mais on peut totalement réfléchir et se dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Comment réussir à sortir de cette boucle infernale de LinkedIn? Il y a un post qui m'a beaucoup intéressé et qui parlait de qualité versus la quantité. Ce post il est écrit par Bruno Maltor et son titre c'est "Et si en 2023 on arrêtait de chier du contenu?" Arrêtez de bombarder 20 posts semaine avec des thématiques lisses qu'on peut voir partout ailleurs avec des mots similaires sans réel fond, voire même en volant le contenu d'autres personnes sans même les créditer. Tout ça pourquoi? Car il s'impose un rythme intenable de tant de posts par semaine, car on l'a lu sur un article que ça marche, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment une réflexion que je trouve hyper intéressante aujourd'hui par rapport à LinkedIn. C'est qu'on l'a vu au premier de l'an, je pense que vous avez vu en début janvier, tous les gens ont dit c'est mon premier post sur les 365, cette année je vais poster 3 fois par semaine, ou 3 fois par jour, ou alors j'ai posté tous les jours, etc. Parce qu'on est amené dans un monde où on nous dit poste tout le temps, sans forcément avoir de fond, et c'est ce qui crée ce problème de devoir tout le temps poster. Bon, on ne peut pas avoir toujours l'idée, on ne peut pas toujours avoir de la créativité, c'est un peu pareil je pense avec YouTube, il y a des moments où on va avoir des gros pics de créativité, et il y a des moments où on n'en aura juste pas, et se forcer à faire du contenu, et bien in fine, on fait du contenu qui est pas quali. La deuxième réflexion à amener les pistes qui peuvent être intéressantes, c'est pousser LinkedIn à changer son algorithme. Alors évidemment, je sais que c'est quelque chose qui peut être très compliqué, qui ne sera pas forcément amené à apparaître, mais je me dis qu'il y a de plus en plus de monde qui commence à rechigner, qui commence à contester cet algorithme qui met en avant les likes, les commentaires, même si on ne comprend pas tellement cet algorithme, mais justement il y a des gens qui essaient de le percer, on se rend compte que quand il y a des commentaires, quand il y a des likes, mais dites-vous qu'aujourd'hui on est tellement coincé dans un monde où LinkedIn pose problème, c'est qu'on sait même pas où faut mettre des liens, parce que si on met un lien dans la publication, bah, apparemment on va pas avoir une portée, alors que ça peut être hyper intéressant, mais si on met un lien dans le commentaire, bah du coup ça marche pas non plus. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un monde où il y a des techniques juste pour partager de l'information. C'est-à-dire que moi, quand je fais des posts LinkedIn, je dois me dire, ok, est-ce que le lien de ma vidéo YouTube, je le mets en premier commentaire, je le mets dans la vidéo, mais si je la mets dans le post, ça fonctionne pas. Est-ce que je ferai une vidéo ou un carousel parce que ça fonctionne? Et en fait, on se prend la tête de devoir s'ajuster à des codes qui sont inintéressants, parce que ce qui est intéressant et ce qu'on aimerait revivre aujourd'hui, c'est juste de pouvoir partager du contenu intéressant sans avoir à se prendre la tête de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui je peux aller faire tel ou tel post. Moi, c'est une vidéo qui me tenait à cœur parce que j'avais envie de vous partager le point de vue que j'avais sur LinkedIn. J'ai beaucoup réfléchi à la manière de l'aborder. Je trouvais que le parallèle qu'avait très bien fait Anna et Laure de l'ADN était hyper intéressant par rapport au stoïcisme, par rapport à ces réflexions-là. Ça permettait de pousser un petit peu plus la réflexion. Et moi, il y a un compte aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Disruptive Human of LinkedIn, qui est tenu par l'équipe de TechCrash, dans lequel vous pouvez recenser et découvrir le meilleur des pires posts LinkedIn. Et promis, il y a énormément de pépites là-dessus. Voilà, c'était un nouveau format sur la chaîne YouTube, une nouvelle manière de vous parler d'un sujet qui me tenait à cœur. J'essaie de trouver la meilleure manière d'en faire. N'hésitez pas évidemment à commenter, à liker la vidéo si elle vous a plu. Nous on se retrouve bientôt sur YouTube. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Tchuss tout le monde.